Bonsoir, très content d'être avec vous ce soir. Merci pour l'invitation des organisateurs. Je vais donc aborder ce soir la question des dettes illégitimes, à la fois des dettes privées illégitimes et des dettes publiques illégitimes. Mais je vais donner la priorité à la question des dettes publiques illégitimes. Donc quelques mots d'abord sur les dettes privées illégitimes. Les dettes privées illégitimes, ce sont des dettes contractées par des particuliers, des familles. Ça peut être par vous-même, vos parents, ou vous comme étudiants ou comme jeunes. Et le phénomène des dettes privées illégitimes est allé en s'accroissant dans cette phase de globalisation capitaliste financière. Donc suite aux politiques néolibérales de privatisation de l'enseignement, et notamment de l'enseignement universitaire, on assiste depuis 20 ans à un phénomène croissant d'endettement des étudiants. Aux États-Unis, un étudiant sur 3 a une dette personnelle de $30 000. Au Japon, c'est un étudiant sur 2 qui a une dette en moyenne de $30 000. Le phénomène s'est également étendu largement à des pays comme le Royaume-Uni, comme le Chili, comme le Canada, et commence à toucher des pays d'Europe continentale à cause de l'augmentation des frais d'inscription des étudiants aux universités. Le rejet et la remise en cause par les étudiants et toute une série de mouvements qui luttent contre les dettes illégitimes, on assiste donc au cours des dernières années à des mouvements importants, notamment aux États-Unis, un mouvement qui s'appelle Strike Debt, donc combattons la dette, et qui lutte pour l'annulation des dettes étudiantes. Et les politiques qui y sont attachées, à savoir l'obligation devant laquelle des familles du peuple sont obligées de s'endetter pour un montant, comme je l'ai dit, de $30 000, qu'il va falloir rembourser pendant 15 ans, 20 ans ou 30 ans, ce qui amène des jeunes de 20 ans à avoir les 30 ans qui suivent, qui sont devant eux, à consacrer une très grande partie de leur activité simplement pour rembourser une dette qui n'aurait pas dû être accumulée puisque l'enseignement gratuit est un droit fondamental qui doit être garanti à l'ensemble des citoyens. Il y a un autre type de dette privée illégitime, ce sont les dettes hypothécaires. Aux États-Unis, vous avez entendu parler peut-être de la crise des subprimes de l'année 2007-2008. Cette crise des subprimes qui a créé ou qui a été liée à une crise financière et bancaire internationale de très grande ampleur, avec notamment la faillite de la banque nord-américaine Lehman Brothers, était liée à des prêts pour l'achat de logements, pour l'achat de maisons, des prêts octroyés à des familles populaires de manière totalement abusive par les grandes banques privées américaines. En conséquence de cette crise des dettes hypothécaires abusives, 14 millions de familles aux États-Unis ont été expulsées de leur logement. Le même phénomène s'est reproduit en Espagne. Là, il y a eu plus de 400 000 familles qui ont été expulsées de leur logement depuis 2010. Et ces expulsions massives et injustes ont provoqué la naissance d'un puissant mouvement citoyen, par exemple dans l'État espagnol,
Et un des résultats de ce puissant mouvement citoyen dans l'État espagnol, c'est l'élection à la mairie de la deuxième ville du pays, Barcelone, d'une dirigeante du mouvement contre les expulsions de logements. Cette femme s'appelle Ada Colau et est donc aujourd'hui à la tête de la ville de Barcelone. Si j'ai mentionné l'exemple de Barcelone, c'est parce que pour une première fois, quelque part en Europe, est élue à une responsabilité très importante une femme qui provient d'un mouvement social de la base, une femme qui a occupé à plusieurs reprises dans les années 2013 à 2015 des banques espagnoles, occupé illégalement des banques pour protester contre l'action injuste de ces banques à l'égard des citoyens. Et il est très rare qu'une majorité de citoyens porte à la tête d'une grande ville une femme qui s'est justement fait connaître pour des actions illégales de protestation, des actions de résistance à l'injustice. Et donc, si j'ai mentionné son cas, c'est aussi parce que, comme vous le savez, on parle beaucoup de la Catalogne et de Barcelone au cours des derniers jours, puisqu'il y a un vaste mouvement en Catalogne pour l'indépendance et qui entre en contradiction avec le gouvernement espagnol et avec la Commission européenne. Et ce problème des dettes hypothécaires, vous le connaissez aussi dans des pays comme la Croatie, la Hongrie, la Serbie, où des banques ont prêté de l'argent aux familles de la région, indexé sur le franc suisse, ce qui a provoqué dans plusieurs pays une crise de la dette hypothécaire parce que le franc suisse a augmenté énormément de valeur, soit contre les monnaies nationales, soit contre l'euro, et a provoqué une crise de la dette hypothécaire dans la région. Et donc, j'ai mentionné le cas des dettes hypothécaires parce que je pense qu'il faudrait aussi favoriser en Serbie, en Hongrie, en Croatie et dans d'autres pays qui sont touchés par le problème, un mouvement social de protestation contre le comportement abusif des banques qui ont octroyé des prêts liés au franc suisse. Donc j'ai commencé par vous parler des dettes privées illégitimes, je vais vous parler maintenant des dettes publiques illégitimes. Une dette publique illégitime, c'est une dette contractée par un État, par un gouvernement ou par d'autres institutions publiques. Et nous parlons de dettes illégales, dans certains cas, de dettes illégitimes, de dettes odieuses et de dettes insoutenables. Et je vais donner une définition de ces 4 catégories de dettes. Une dette illégale, c'est une dette qui a été contractée sans respecter l'ordre juridique en vigueur. Par exemple, si des institutions publiques ou une municipalité ou un gouvernement contractent une dette pour un projet d'infrastructure sans avoir respecté les normes légales de appel à projet, pour que différentes entreprises soumettent leurs projets, soumettent leur devis ou leur prix, et puis qu'il y ait une sélection qui soit faite, s'il n'y a pas un respect de la procédure légale, on peut considérer que la dette a été contractée de manière illégale et est dès lors nulle et peut être annulée. Une dette illégitime, c'est une dette qui a été contractée pour satisfaire les intérêts
particulier d'une minorité privilégiée. Par exemple, une dette contractée par un gouvernement afin de sauver des banques privées qui sont responsables de la crise bancaire est une dette illégitime parce qu'elle a été contractée pour sauver une minorité privilégiée, propriétaire de banques privées, qui ont commis des actes tout à fait aventureux, dangereux, qui ont provoqué la crise et, dans certains cas, le risque de faillite bancaire. Qu'est-ce qu'une dette odieuse? Une dette odieuse, c'est une dette qui a été contractée contre les intérêts de la population. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est que les créanciers qui ont prêté l'argent au gouvernement étaient conscients que les prêts qu'ils octroyaient ne serviraient pas les intérêts de la population. Et enfin, une dette insoutenable, c'est une dette dont le remboursement empêche le gouvernement d'un pays donné de satisfaire les droits fondamentaux de la population du pays. On peut faire une distinction entre, d'une part, les trois premières catégories de dettes, illégales, illégitimes et odieuses, en disant qu'elles sont définies ex ante, c'est-à-dire c'est au moment où elles sont contractées qu'elles sont illégales, illégitimes ou odieuses, tandis que les dettes insoutenables, c'est une dette insoutenable ex post, c'est-à-dire que après avoir contracté cette dette, si son remboursement empêche le gouvernement de satisfaire les droits fondamentaux de la population, les droits à une éducation publique, à une santé publique de bonne qualité, à la paix publique et à d'autres droits fondamentaux, on peut considérer que cette dette, le remboursement de cette dette est insoutenable et peut dès lors être suspendu le temps que la situation change fondamentalement et permette la reprise des remboursements. Alors, au cours des 2 derniers siècles, à de nombreuses occasions, suite à des protestations populaires, des pays ont décidé de suspendre le paiement de dettes illégitimes ou de les répudier purement et simplement. Il y a donc une distinction. La suspension de paiement, c'est de dire « j'arrête de payer ». La répudiation, c'est de dire « je décide que la dette qui m'est réclamée n'a aucune valeur et donc je l'annule par une décision unilatérale en tant qu'État. Je la répudie ». Donc, je vais vous donner une série d'exemples. Dans les années 1830, 4 États des États-Unis, suite à des protestations populaires, ont décidé d'annuler ou de répudier leurs dettes en disant que ces dettes avaient été contractées par des gouvernements corrompus en liaison avec des banquiers corrompus pour des projets qui n'avaient pas été réellement réalisés, comme la construction de voies ferrées ou d'autres infrastructures. Ça, c'est les années 1830 aux États-Unis. Une deuxième répudiation de dette a eu lieu aux États-Unis en 1865, à la fin de la guerre civile, la guerre de sécession entre les États du Nord et des États du Sud. La présidence des États-Unis, sous Abraham Lincoln, a répudié toutes les dettes contractées par les États du Sud
dans la guerre contre les États du Nord, en disant que les États du Sud avaient contracté une dette pour maintenir l'esclavagisme et pour se rebeller contre l'Union. Donc ça, c'est deux exemples qui concernent les États-Unis et je vais vous donner d'autres exemples. Au Mexique, en 1861, en 1867, suite à des mobilisations populaires, le gouvernement mexicain a répudié des dettes qui avaient été également contractées pour des politiques qui allaient à l'encontre des intérêts de la population. Et là, le Mexique s'est opposé aux banquiers français principalement. La France a envahi le Mexique en 1862 avec 35 000 militaires et grâce au soutien populaire en 1867, le Mexique a définitivement vaincu les envahisseurs français et a réitéré l'acte de répudiation des dettes de manière victorieuse. Je pourrais vous parler aussi de ce qui s'est passé entre les États-Unis, Cuba et l'Espagne en 1898, mais nous n'avons pas le temps, en 1888, pardon. Mais je voudrais dire un mot de ce qui s'est passé avec la révolution russe. En 1905, lors de la première révolution russe, le soviet de Petrograd a adopté en novembre 1905 le manifeste financier ou le programme financier qui rejetait les dettes contractées par le tsar et qui dénonçait donc les dettes contractées principalement par le tsar auprès des banquiers de Paris, qui dénonçaient ces dettes comme des dettes illégitimes et odieuses. Quelques jours après l'adoption et la proclamation et la publication de ce manifeste financier, le gouvernement du tsar a fait arrêter tous les dirigeants du soviet de Petrograd, et notamment son président Léon Trotsky. Et 12 ans plus tard, quand la révolution russe a triomphé fin octobre, selon le calendrier de l'époque, fin octobre 1917, le gouvernement bolchevique a annoncé qu'il allait prendre un décret de suspension de la dette et puis de répudiation totale des dettes contractées par le tsar et par le gouvernement provisoire présidé par Kerensky entre février 1917 et octobre 1917. Cette répudiation des dettes a provoqué une réaction internationale des grandes puissances de l'époque, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, qui ont exigé des bolcheviks qu'ils renoncent à la répudiation des dettes. Les bolcheviks ont maintenu leur position, n'ont jamais remboursé les dettes contractées par le tsar, et malgré ça, ça a été une très grande victoire pour la Russie, parce que malgré la répudiation, les gouvernements de pays comme la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Allemagne et d'autres pays créanciers ont effectué de nouveaux crédits à la Russie soviétique, ce qui montre qu'il est parfaitement possible, comme dans les cas précédents que j'ai mentionnés, les États-Unis, le Mexique, ce qui montre qu'un pays peut parfaitement répudier ses dettes et réussir financièrement à trouver des moyens pour son propre développement. Et toute une série d'autres exemples peuvent être donnés et qui correspondent à d'autres périodes du XXe siècle. C'est le cas du Costa Rica,
en 1923, le cas du Brésil dans les années 1930, et plus près de nous, mentionner que lors de l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, les trois républiques baltes, Lituanie, Estonie et Lettonie, ont dénoncé les dettes de la Russie ou de l'Union soviétique, les ont répudiées en disant que comme république, elles avaient été annexées par l'Union soviétique dans le cadre du pacte germano-soviétique de 1939 et que donc ces républiques n'avaient aucune obligation de payer pour les dettes du régime stalinien qui leur avait été imposé. Ce sont tous exemples de victoires de pays qui ont répudié leurs dettes publiques considérées comme illégitimes. Alors, plus près de nous, au cours des 10 dernières années, il y a également eu des expériences de répudiation ou de suspension de paiement. J'ai participé à une de ces expériences, c'est l'expérience de l'Équateur. L'Équateur est un pays d'Amérique latine. À la fin de l'année 2006, un jeune président a été élu avec un fort appui populaire et ce jeune président, Rafael Correa, s'était engagé, s'il était élu comme président, à remettre en cause les politiques néolibérales, à dénoncer l'accord militaire avec Washington et à remettre en cause le paiement de la dette. Il a, une fois élu, il a mis en place une commission d'audit des dettes réclamées à l'Équateur et il m'a invité à faire partie de cette commission. Nous étions 6 étrangers, non équatoriens, connus pour notre travail sur la question des dettes, et nous, à faire partie de cette commission. Nous avons travaillé pendant 14 mois avec un soutien de la population équatorienne et la participation de délégués des syndicats et des organisations indigènes de l'Équateur. Et à la fin de nos travaux de 14 mois d'investigation sur la dette équatorienne, nous avons recommandé au gouvernement de l'Équateur de suspendre le paiement de la dette que nous avions identifiée comme illégitime. Je termine vite en 2 phrases. Le gouvernement équatorien, sur la base de nos recommandations, a suspendu le paiement de la dette et au bout de 9 mois de suspension de paiement, a réussi à forcer les créanciers de cette dette, c'était des banques américaines, d'accepter une réduction de la dette de 70%. Ça a été une victoire très importante de l'Équateur. Après cette réduction radicale de la dette équatorienne, le gouvernement équatorien a pu augmenter très fortement les dépenses sociales dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la création d'emplois. C'est donc une victoire. À la même époque, en Europe, l'Islande a également affronté ses créanciers. Le peuple islandais s'est mobilisé très fortement suite à la faillite frauduleuse de toutes les banques privées du pays en 2008. Et sous la pression populaire, le gouvernement islandais a refusé de payer la dette qui était réclamée par la Grande-Bretagne et par les Pays-Bas au pays.
Ça s'est terminé également par une importante victoire pour le peuple islandais. Pour l'organisation que je coordonne, que j'anime et qui s'appelle le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, la participation citoyenne dans l'audit des dettes est absolument fondamentale. Je vous ai donné des exemples historiques de gouvernements qui, sous la pression populaire dans la majorité des cas, ont répudié des dettes, mais nous pensons que la participation citoyenne, pas simplement la mobilisation dans les rues pour protester contre des politiques ou pour soutenir un gouvernement qui fait correctement son travail, mais une participation citoyenne sous la forme de l'analyse détaillée des dettes qui sont réclamées au pays, et notamment une analyse détaillée des dettes pour remettre en cause la politique des gouvernements qui, dans leur majorité, contractent des dettes de manière illégitime contre l'intérêt de la population. Cette participation citoyenne est absolument fondamentale. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu vous parler ce soir. Parce que vous êtes des citoyens de ce pays et vous devez vous poser la question, la dette qui est réclamée à la Serbie, est-ce qu'elle est totalement légitime? Est-ce que nous devons la rembourser? Est-il normal que notre pays et que notre gouvernement se soumettent aux politiques dictées par le Fonds monétaire international et par la Banque mondiale? Est-il normal de continuer à privatiser les entreprises dans ce pays sous le prétexte de diminuer le poids de la dette? Je suis venu vous parler d'expériences historiques qui se sont déroulées au cours de l'histoire dans des pays très différents et très éloignés de la Serbie. Mais si je vous ai parlé de ces exemples, c'est pour nous aider collectivement ici à réfléchir de quelles sont les conséquences pour un pays comme le vôtre, dans lequel vous habitez aujourd'hui. Est-ce que, en tant que citoyen, est-ce que vous êtes prêt à vous poser la question de la dette qui est réclamée à mon pays et qu'on m'oblige de rembourser comme citoyen? Cette dette est-elle légitime? Est-elle légale? Est-elle odieuse? Est-elle soutenable? Merci beaucoup pour votre attention.